6 octobre 2008. La France est en panique. Ce jour-là, les marchés financiers plongent dans le chaos et l'onde de choc de la crise des subprimes atteint brutalement le pays. Les écrans des chaînes d'infos passent en boucle des images de traders en panique, des banques vacillent, les épargnants français craignent pour leur argent et l'économie mondiale semble être sur le point de s'effondrer. Mais aujourd'hui, on va pas parler de ça. On se le réserve pour une prochaine vidéo. Non, si je vous parle du 6 octobre 2008, c'est parce que pendant que la bourse de Paris s'effondrait, à quelques kilomètres de là, au palais de justice, un autre événement d'une ampleur exceptionnelle se déroulait en toute discrétion. L'ouverture d'un procès historique, celui de l'Angola Gate. 42 personnes sur le banc des accusés, dont des personnalités politiques comme Jacques Attali ou Charles Pasqua, des hommes d'affaires puissants comme Pierre Falcon ou Arkady Guedamac, et même le fils d'un ancien président, Jean-Christophe Mitterrand. Toutes ces personnes ont été accusées d'avoir pris part, directement ou indirectement, à un gigantesque trafic d'armes à destination de l'Angola, pays qui était alors en pleine guerre civile. Des armes qui n'ont pas seulement alimenté un conflit déjà meurtrier, mais ont permis à la guerre de s'enliser, multipliant les victimes et prolongeant la souffrance d'un peuple pris en otage. Pourtant, derrière ces transactions secrètes se cachent des enjeux bien plus profonds qui dépassent les frontières de l'Angola et touchent aux intérêts globaux de grandes puissances. De la France à la Russie, en passant par la Slovaquie et Israël, l'Angola Gate a mis en lumière une véritable diplomatie parallèle qui brouille les lignes entre affaires d'État et intérêts privés. Entre argent, pouvoir et influence, je vous propose donc aujourd'hui de venir avec moi pour plonger dans l'un des scandales politico-financiers les plus tonitruants du début du XXIe siècle, l'affaire des ventes d'armes en Angola. Bon, par où commencer? Probablement par le commencement, il y a 49 ans, en Angola. Après 400 ans de domination portugaise, ce grand pays d'Afrique du Sud-Ouest accède enfin à l'indépendance le 11 novembre 1975. Mais l'indépendance ne va pas signifier un retour au calme. À peine les Portugais partis, une guerre civile sanglante éclate. Il y a globalement deux camps principaux qui s'affrontent. D'un côté, le MPLA, le parti au pouvoir en Angola, soutenu par l'URSS et Cuba. Et de l'autre côté, l'UNITA, appuyé par des puissances comme les États-Unis, la France et même la Chine. Cette guerre civile va durer 15 ans, va faire des centaines de milliers de morts et complètement dévaster le pays. Mais en mai 1991, les deux camps, surtout sous la pression internationale, finissent par signer un accord, les accords de Bicesse. Enfin, la paix semble à portée de main, sauf que ça ne va pas durer. En 1992, des élections générales ont lieu et, surprise, le président sortant, José Eduardo dos Santos du MPLA, est désigné grand vainqueur du scrutin. Mais Jonas Savimbi, le chef de l'UNITA, ne l'accepte pas. Il crie à la fraude, relance les hostilités et replonge l'Angola dans la guerre civile. Mais, détail très important, cette fois-ci, la situation est bien différente pour son adversaire José Eduardo dos Santos, parce qu'en 1991, l'URSS, son principal soutien, s'est effondré et Cuba, isolé, ne peut plus lui fournir les armes dont il a désespérément besoin. Dos Santos et le MPLA se retrouvent rapidement acculés. L'UNITA gagne du terrain et les troupes de Savimbi vont s'emparer de 5 des 18 capitales provinciales de l'Angola et se rapprocher de plus en plus de la capitale, Luanda. José Eduardo dos Santos le sait, s'il trouve pas des armes très rapidement, il ne tardera pas à se faire dégager du pouvoir. Alors, au printemps 93, il décide de contacter une vieille connaissance, le français Jean-Bernard Curial, ancien responsable du PS pour l'Afrique australe. Dos Santos transmet le message suivant à Curial. Notre situation militaire est désespérée, il faut que la France nous aide, il faut que Mitterrand nous envoie des armes. Curial décide d'aider Dos Santos et essaie donc dans un premier temps d'obtenir l'aide de l'État français, mais sans succès. L'Élysée est clair, on ne livre pas d'armes à un pays en guerre. Bon, je pense que c'est peut-être la phrase la plus hypocrite que j'ai jamais entendue de ma vie. Non, en vrai, si l'Élysée refuse de livrer des armes à Dos Santos, c'est surtout car en France, à cette époque, la situation est un peu tendue. On est en pleine cohabitation et le nouveau ministre de la Défense, François Léotard, est plutôt favorable à l'UNITA de Savimbi, pas au MPLA. Curial comprend que s'il veut aider Dos Santos, il va devoir contourner les voies officielles. Il se tourne alors vers une figure inattendue, Jean-Christophe Mitterrand, le fils du président en personne. Après tout, Dos Santos voulait l'aide d'un Mitterrand, mais il n'a pas précisé lequel. Mais bon, Jean-Christophe, en vrai, c'est pas juste le fils du président. Pendant des années, il a été au cœur de la cellule africaine de l'Élysée et il possède un carnet d'adresses impressionnant. Curial va rencontrer Mitterrand, lui exposer la situation, et ce dernier lui dira alors « Moi, je ne peux pas t'aider, mais tu devrais contacter Pierre Falcon. » Et c'est là qu'on va faire une toute petite pause, car on va parler du personnage central de cette histoire, Pierre Falcon. Alors Pierre Falcon, c'est un type assez fascinant. Né à Alger en 1954, il quitte l'Hexagone pour le Brésil à 23 ans, où il fait fortune dans le commerce de cœur de palmier. En 85, il revient en France et fonde alors sa société Brenco Trading International Limited, qu'on va juste appeler Brenco parce que juste c'est beaucoup trop long comme nom. Et donc Brenco, à l'origine, se spécialise dans la construction d'infrastructures, mais rapidement, l'entreprise change son fusil d'épaule et se tourne vers un domaine bien plus lucratif, la vente d'armes. Vous vous doutez donc que quand Mitterrand explique à Falcon qu'il existe une opportunité pour lui de vendre des armes à l'Angola, il n'hésite pas une seconde. Il rencontre Jean-Bernard Curial pour en savoir un peu plus et très
vite, les deux hommes se mettent d'accord et imaginent alors un plan ingénieux. Falcon livrera des armes à Dos Santos et Curial, lui, via sa propre société Stiret Service, fournira des vivres et des médicaments. Mais ces armes, pour Falcon, faut bien les trouver, et ça c'est pas une mince affaire. L'Angola a besoin de vraiment beaucoup de matériel militaire et surtout Falcon doit opérer très discrètement. Alors il fait appel à un homme qui connaît très bien ce genre de situation, Arkady Gaidamak. Alors Arkady Gaidamak, c'est aussi un sacré personnage. Né en URSS au début des années 50, il quitte rapidement le pays et commence alors une vie de nomade. Israël d'abord, puis la France et l'Italie, Gaidamak voyage beaucoup, et cela va notamment lui permettre d'apprendre à parler plusieurs langues. Il devient donc interprète pour de nombreuses personnalités politiques et commence à se forger un réseau d'influence considérable dans les années 80. Il est aussi bien en relation avec le KGB qu'avec le Mossad ou bien la DST, bref, c'est ce qu'on appelle un homme de réseau. Après la chute du mur de Berlin, et surtout avec la fin de l'URSS, il joue le rôle d'intermédiaire entre les nouveaux milliardaires russes et les puissances occidentales. C'est à ce moment-là, au début des années 90, que Gaidamak et Falcon se rencontrent, par l'intermédiaire d'Étienne Léandri, un ancien pilier de la mafia corse. Maintenant, retour en 1993. Quand Falcon accepte de livrer des armes à l'Angola, il fait donc appel à Arkady Gaidamak pour l'aider dans sa mission. Ce dernier accepte et va alors expliquer à Falcon qu'il connaît le lieu idéal où trouver tout l'équipement militaire dont aura besoin l'Angola. Et ce lieu, c'est la Russie. Alors, vous vous demandez peut-être pourquoi la Russie? Eh bien, lorsque l'URSS s'est effondrée en 1991, elle laisse derrière elle le plus grand stock d'armes au monde. Des milliers et des milliers de tonnes d'armes inutilisées, laissées à l'abandon et qui n'attendaient que d'être revendues sur le marché noir. Et donc, dans les années suivant la chute de l'URSS, des hommes d'affaires peu scrupuleux, comme notre Arkady Gaidamak, vont racheter ces stocks d'armes soviétiques à des prix ridicules pour ensuite les revendre à travers le monde entier. Un business simple, mais incroyablement rentable. C'est pour ça que quand Falcon parle de l'Angola à Gaidamak, ce dernier sait exactement où trouver le matériel militaire dont a besoin l'Angola. Les deux hommes se mettent rapidement d'accord et prennent le contrôle d'une entreprise, ZTS Ozos, basée à Bratislava, en Slovaquie. Et cette société, retenez-la bien, elle est très importante car c'est elle qui va officiellement gérer les ventes d'armes à l'Angola. Il ne restait donc plus qu'aux deux hommes à trouver les fonds pour pouvoir acheter ces anciennes armes soviétiques. Et là encore, la solution viendra d'Arkady Gaidamak. Ce dernier était en effet très lié à une obscure banque russe, la Menatep, et c'est cette banque qui aurait fourni l'argent pour que les deux compères puissent acheter le matériel militaire soviétique. Et ok, les armes c'est bon, l'argent c'est bon aussi, plus qu'à signer les contrats en fait. C'est le 7 novembre 1993 à Paris que Falcon et Gaidamak signent un accord officiel avec le gouvernement angolais. Montant du contrat, 47 millions de dollars. Oui, c'est énorme, mais attendez, c'est juste le début. Car en avril 1994, Falcon et Gaidamak signent un second contrat. Et cette fois, c'est vraiment colossal. 463 millions de dollars. On parle de tout. Hélicoptères de combat, vaisseaux lance-missiles et même mines antipersonnelles. Un type d'arme extrêmement controversé qui a depuis été interdit. Mais voilà, nouveau problème avec ce contrat gigantesque. L'Angola n'a plus les moyens de payer cette facture astronomique. N'oublions pas que c'est toujours la guerre et que l'économie du pays est quasi à l'arrêt complet. Alors rentre en scène un nouvel acteur clé de l'Angola Gate, Paribas. Je vous la fais courte et simple, mais globalement la banque Paribas, représentée par Jean-Didier Maille, va permettre à l'Angola de souscrire à des prêts gigantesques en mettant son pétrole en garantie. C'est ce qu'on appelle un préfinancement pétrolier, et c'est ce mécanisme financier qui va permettre à Dos Santos d'avoir assez d'argent pour pouvoir acheter les armes à Falcon et Gaidamak. Et là vous vous demandez sûrement, mais que fait la France pendant ce temps? Pourquoi personne ne remarque rien? Est-ce que l'État français était au courant de ce trafic d'armes? Y a-t-il même participé? Eh bien, pour répondre à toutes ces questions, c'est l'heure de vous parler des deux autres grands protagonistes de l'Angola Gate, Jean-Charles Marcani et surtout le ministre de l'Intérieur, Charles Pasqua. Bon, je fais pas durer le suspense bien longtemps, bien évidemment que l'État français était au courant de ce que traficotaient Falcon et Gaidamak. Enfin, plutôt non. Certains membres de l'État français étaient au courant et ont même pris part au trafic d'armes vers l'Angola. Parmi ces personnes, il y a donc Charles Pasqua, le ministre de l'Intérieur, et son bras droit, Jean-Charles Marcani, un ancien officier de la DGSE. En fait, pour être exact, dès le tout début de l'affaire, en 1993, Pasqua est mis au courant du projet de vente d'armes de Falcon et Gaidamak à l'Angola. Mais au lieu d'intervenir et de stopper ce trafic d'armes, Pasqua va décider de profiter de cette situation. En grand artisan de la France-Afrique, notamment via ce qu'on appelle les réseaux Pasqua, le ministre de l'Intérieur français voyait plutôt d'un bon œil l'initiative de Pierre Falcon de venir en aide au MPLA. Pour lui, il était clair qu'il fallait aider Dos Santos, et si l'Élysée ne voulait pas intervenir, il allait prendre les choses en main lui-même. Il va donc envoyer son bras droit, Jean-Charles Marcani, aider Falcon et Gaidamak à mener à bien cette affaire de vente d'armes.
C'est ce qu'on appelle de la diplomatie parallèle. Marcani, sur ordre de Pasqua, rencontre donc Falcon et Guedamac et devient une sorte d'intermédiaire discret entre ZTS Ozos et le pouvoir angolais. Marcani est vraiment très important dans cette affaire car il sert de représentant officieux à l'État français en Angola et c'est lui en partie qui amène une dimension très politique à l'Angola Gate. Faut bien comprendre que sans le soutien politique de Marcani et Pasqua, Falcon et Guedamac n'auraient jamais, au grand jamais, pu mettre sur pied un tel trafic d'armes. Et donc sachant cela, vous comprenez assez facilement que Pierre Falcon va très généreusement remercier ses nouveaux amis. Pour Marcani, il met notamment en place un système de commission sur les ventes d'armes de plusieurs millions de dollars, mais toujours de façon discrète. L'argent transite par plusieurs intermédiaires avant d'arriver sur le compte bancaire de Marcani, lequel bien entendu était en Suisse. Pour Charles Pasqua, les choses sont un tout petit peu plus subtiles. Il aurait également touché de l'argent de la part de Falcon, mais de manière indirecte. En fait, c'est pas lui personnellement, mais son parti politique, le RPF, qui aurait reçu de l'argent de la part de Brenco. Cet argent aurait ensuite servi à financer la campagne européenne de 1999, lors de laquelle le RPF est arrivé en deuxième position, un peu à la surprise générale d'ailleurs. Mais Falcon va également rémunérer Pasqua d'une autre façon, et de manière indirecte encore une fois. En fait, en juillet 96, Falcon transfère 1,5 million de francs à l'association France-Afrique-Orient, dont le vice-président est Charles Pasqua. Et le plus étrange, c'est que quelques jours à peine après que Falcon ait envoyé de l'argent à l'association, Arkady Guedamac recevait la médaille française du mérite. Et la personne qui lui a remis cette médaille, c'est Jean-Charles Marcani. L'hypothèse est donc la suivante. Falcon a envoyé de l'argent à l'association de Pasqua, en échange de quoi le ministre de l'Intérieur se serait arrangé pour que Guedamac ait la médaille du mérite. Je vous l'accorde, ça donne un peu mal au crâne tous ces transferts d'argent, et surtout, on voit qu'il y a vraiment des gens qui sont prêts à payer très cher pour une simple médaille. Mais forcément, toutes ces petites magouilles, ces virements sur des comptes en Suisse, ces soutiens politiques cachés, ces ventes d'armes, ne pouvaient pas passer inaperçus indéfiniment. Non, comme toute affaire de ce genre, à un moment donné, le scandale finit par éclater. Les ennuis pour Falcon et Guedamac commencent dès 1996. Le 11 décembre de cette année, un raid a lieu dans les bureaux de Brenco par la Direction nationale des enquêtes fiscales. En cause, des centaines de millions de francs d'impayés par la société française. En parallèle, l'entreprise slovaque qui livre les armes à l'Angola, ZTS Ozos, voit elle aussi certains de ses comptes bancaires chez Paribas être complètement gelés. L'étau semble se resserrer autour de Falcon et Guedamac, mais en réalité il faudra attendre encore 3 ans pour que l'affaire prenne un tournant majeur. Plus précisément, c'est en juillet 2000 que tout va basculer. Car à ce moment-là, une perquisition est menée au domicile de l'avocat fiscaliste Alain Guillou, dans le cadre d'une affaire de blanchiment d'argent entre la France et le Maroc. À première vue, absolument rien à voir avec l'Angola. Sauf que les enquêteurs, et plus particulièrement le juge d'instruction Philippe Courroy, vont tomber sur des choses assez intéressantes lors de cette perquisition. Ils vont se rendre compte qu'Alain Guillou avait pour clients Arkady Guedamac et Pierre Falcon, et il avait été chargé d'aider les deux hommes à dégeler leur fameux compte bancaire chez Paribas. Philippe Courroy, il flaire le scandale à plein nez, et il décide alors d'enquêter bien plus profondément sur ces deux hommes si mystérieux et qui semblaient complètement intouchables. Il déroule alors la pelote de laine et en septembre 2000, un raid a lieu à l'appartement de la secrétaire de Pierre Falcon, Isabelle de Lubac. Et lors de cette descente, les enquêteurs découvrent, caché chez de Lubac, un véritable trésor de guerre. Une boîte de chaussures remplie de disquettes informatiques. Alors à première vue, rien de bien fou, sauf que ces disquettes contiennent un historique détaillé des contrats entre Brenco et l'Angola. Et surtout, une liste de paiements en espèces faite à des personnalités influentes. Et c'est cette boîte de chaussures qui fait passer l'Angola Gate d'une simple enquête de seconde zone à une véritable affaire d'État. Car en fait, ce qu'a découvert la justice française, c'est que Isabelle de Lubac était chargée, au nom de Brenco, de distribuer de grosses sommes d'argent en espèces à tout un tas d'individus. On retrouve notamment des noms familiers comme Jean-Christophe Mitterrand ou Jean-Charles Marcani, mais également des noms un peu plus surprenants, comme celui de Jacques Attali, de l'écrivain Paul-Loup Sulitzer ou encore du patron de RMC Jean-Noël Tassé. Le juge Courroy se pose alors la question, pourquoi diable la secrétaire de Pierre Falcon versait d'importantes sommes en espèces à des personnalités si influentes? Il le sait, ça sent la corruption et le trafic d'influence à plein nez. Et c'est à partir de là que tout va s'accélérer. Charles Pasqua mis en examen par les juges chargés des enquêtes sur les ventes d'armes à l'Angola. L'ex-préfet du Var, Jean-Charles Marcani, a été mis en examen dans le dossier du trafic d'armes vers l'Angola. Nouveau développement dans le dossier qui met en cause l'homme d'affaires Pierre Falcon concernant ce trafic d'armes vers l'Angola.
l'Angola. nouveau scandale, cette affaire où apparaissent les noms de Jean-Christophe Mitterrand et de Paul Switzer sur fond de trafic d'armes avec l'Angola et de blanchiment d'argent. C'est le chaos. En l'espace de quelques mois, tous les protagonistes de l'Angola Gate sont arrêtés et mis en examen. Jean-Christophe Mitterrand et Pierre Falcone sont même envoyés directement en prison, tandis qu'Arkady Guedamac arrive à prendre la fuite direction Israël. L'affaire des ventes d'armes en Angola explose en 1000 morceaux et la justice française va alors chercher à faire la lumière sur tout ce qu'il s'était réellement passé. Mais le problème, c'est que justement, c'est très compliqué de connaître tous les tenants et les aboutissants de l'Angola Gate. Vraiment, c'est pas une blague. Là, ce que je suis en train de vous raconter, c'est l'histoire de l'Angola Gate la plus simplifiée possible et je vous parle seulement de l'essentiel. Mais gardez bien en tête qu'en réalité, c'est 100 fois plus complexe que ça et que cette affaire est très sombre. Enfin vraiment, dites-vous que l'Angola Gate dans sa forme la plus élargie, si je puis dire, on parle de George Bush, de la mafia russe, de meurtres, de banques suisses, enfin ça part vraiment dans tous les sens. C'est pas une simple affaire de vente d'armes, non, c'est une véritable affaire d'État internationale dans laquelle cohabitent des dizaines et des dizaines d'autres petites affaires toutes plus complexes les unes que les autres. Vous comprenez donc facilement pourquoi la justice française va prendre du temps pour découvrir tout ce qu'il s'était réellement passé. Elle va même prendre beaucoup de temps, car il faudra attendre la fin de l'année 2008 pour qu'enfin le procès de l'Angola Gate puisse s'ouvrir. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ça s'annonce explosif. Le 6 octobre 2008, l'un des procès les plus attendus des années 2000 s'ouvre enfin. Après 7 ans d'enquête, 42 protagonistes sont appelés à répondre de leurs actes dans l'affaire de l'Angola Gate. Enfin, ils sont pas tout à fait 42 car Arkady Guedamac est toujours planqué en Israël. Le procès se déroule sous une tension palpable. La situation politique en France est délicate et Nicolas Sarkozy, fraîchement élu président, veut absolument renouer des liens économiques officiels avec l'Angola et voit d'un très mauvais œil ce procès ultra médiatisé. Le président Dos Santos fait d'ailleurs clairement comprendre à Sarkozy qu'il apprécie pas du tout l'enquête menée par la justice française sur Pierre Falcone, assurant que la mission de ce dernier a été primordiale pour la paix en Angola. Dos Santos a tellement soutenu Falcone lors de l'enquête de l'Angola Gate qu'il a même décidé de le nommer en juin 2003 représentant officiel de l'Angola à l'UNESCO. Et c'est un poste très important car il va permettre à Pierre Falcone de bénéficier en théorie d'une immunité parlementaire. Le ton est donc donné et le procès de l'Angola Gate peut s'ouvrir. Dès le début, on comprend globalement quelle sera la stratégie des accusés. C'est simple, pour eux, cette affaire ne concerne en rien l'État français et n'a juste pas lieu d'être. Les armes envoyées en Angola étaient soviétiques, la société de Falcone et Guedamac était slovaque et aucune arme n'a jamais transité par l'Hexagone. Un constat simple, mais peut-être même un peu trop simple. Certes, aucune arme n'est passée par la France, mais les contrats, eux, ils étaient bien signés à Paris. L'entreprise de Falcone, Brenco, était basée également ici, dans le 16e arrondissement, et plusieurs politiques françaises comme Charles Pasqua ou Jean-Christophe Mitterrand sont directement impliqués. Dire que la France n'a rien à voir avec cette affaire, c'est donc quand même assez faux. Mais Pierre Falcone, lui, il en démord pas, et il va continuer d'affirmer que tout ceci n'est qu'un complot. Il ne comprend toujours pas pourquoi il est accusé, d'autant qu'il a un atout majeur dans sa manche. Étant désormais représentant de l'Angola à l'UNESCO, il peut invoquer le secret défense quand il le souhaite. Pourquoi a-t-il ordonné la destruction de milliers de documents concernant son entreprise Brenco juste avant qu'elle se fasse perquisitionner? Secret défense. Pourquoi a-t-il versé des millions de francs en espèces à des personnalités influentes? Secret défense. Quel était le montant des commissions touchées par Falcone pour les ventes d'armes en Angola? Secret défense. Tout au long du procès de l'Angola Gate, Pierre Falcone va se cacher derrière ce fameux secret défense et n'apportera pas vraiment de réponse à plusieurs zones d'ombre de cette affaire. Mais si Falcone lui peut invoquer le secret défense, c'est pas le cas de la majorité des protagonistes qui vont eux devoir s'expliquer sur leur implication dans l'affaire. Prenons Jean-Bernard Curial par exemple. Rappelez-vous, c'est par lui que tout démarre car il a mis en contact Falcone et Mitterrand. À l'origine, il était même chargé d'envoyer des médicaments et des vivres à l'Angola via son entreprise tirée de service. Sauf qu'on va apprendre que contrairement à l'accord prévu avec Falcone, il n'a jamais reçu les 14 millions de dollars que Brenco devait lui verser pour ses livraisons en Angola. Pire, l'Angola Gate l'a complètement ruiné et il aurait reçu simplement une maigre compensation des autorités angolaises. Et c'est d'ailleurs assez ironique parce que c'est de Curial que toute l'affaire démarre et pourtant c'est peut-être le seul qui a pas touché énormément d'argent avec cette affaire. Voilà pour l'histoire de l'ancien Monsieur Afrique du Parti Socialiste. En parlant d'ailleurs de Monsieur Afrique, comment ne pas parler de Jean-Christophe Mitterrand? Celui que l'on surnomme Papa Madi a joué un rôle crucial dans cette affaire et l'Angola Gate était d'ailleurs au départ nommée l'affaire Mitterrand. On reproche notamment au fils du père d'avoir touché la bagatelle de 13 millions de francs sur un compte ouvert en Suisse. Au procès, Mitterrand reconnaît avoir touché cet argent, mais pour lui, rien de scandaleux. Selon ses dires, il s'agit de paiements légitimes pour des prestations réelles qu'il aurait fournies à Brenco, une entreprise privée. Pas de scandale d'État donc. Le problème, c'est que Mitterrand n'a jamais déclaré cet argent et touchait même l'allocation chômage en France alors qu'il avait des millions sur son compte en Suisse. Outre cela, aucune supposée preuve des prestations de Mitterrand n'ont été retrouvées. Selon lui, tout ou presque se faisait de manière
manière opaque, sans facture, et c'est Pierre Falcone qui s'occupait de tout. D'ailleurs, lorsque les juges interrogent directement Falcone sur la nature des prestations que fournissait le fils de l'ancien président, il répondra simplement « Quelque part, il a contribué à me montrer l'Afrique et à me faire comprendre des choses. Interprétez cette phrase de la manière que vous voulez. » À partir de ce moment-là, les accusés défilent à la barre et racontent tous plus ou moins la même histoire que Mitterrand. Tous admettent avoir reçu de l'argent de Brenco, mais jurent que c'était pour des prestations réelles et non liées au trafic d'armes. Prenons Jacques Attali par exemple. Il raconte qu'il a rencontré Falcone en 97 grâce à l'avocat Alain Guillou et qu'il l'a aidé à résoudre les problèmes fiscaux de ZTS aux os. Pour aider Falcone avec ses démêlés fiscaux, Attali aurait notamment contacté le ministre des Affaires étrangères de l'époque, Hubert Védrine. En échange de quoi, il aurait reçu 1 million de francs de la part de Brenco. Mais Attali conteste farouchement cette version, affirmant que cet argent lui a été versé en échange de services rendus à l'Angola. Il aurait notamment été chargé d'expliquer aux Angolais le microcrédit, technique financière qui aurait pu aider l'Angola à alléger sa dette nationale. Qui dit vrai, impossible à savoir, mais ce qui est certain, c'est qu'à partir de 1997, ZTS aux os ne sera plus jamais embêté par le fisc français. Un heureux hasard, certains en doutent. Puis il y a Paul Sulitzer et Jean-Noël Tassé. Tous deux ont également reçu d'importantes sommes d'argent de la part de Brenco. Sulitzer affirme qu'il était payé pour surveiller la presse et prévenir Falcone si des journalistes creusaient trop dans ses affaires. Rien à voir donc avec l'Angola Gate. Quant à Tassé, il explique qu'il a simplement demandé à Falcone de l'aider à régler des dettes de jeu. Falcone aurait accepté de lui prêter de l'argent en échange d'informations confidentielles dont la nature reste encore inconnue. On a aussi Jean-Didier Maille, le banquier de Paribas, qui a mis au point le montage financier des préfinancements pétroliers. Il aurait touché plus de 7 millions de dollars de commission dans l'affaire des ventes d'armes en Angola. Lorsqu'il passe à la barre, Maille va clamer son innocence, expliquant qu'il ne connaissait rien de l'Angola Gate et prononcera la phrase suivante. Quand on est banquier, il faut savoir avoir des œillères. Oui, c'est pas une blague, il a vraiment dit ça. Même son de cloche chez Charles Pasqua et Jean-Charles Marcani. Les deux hommes expliqueront n'être au courant de rien et n'avoir participé d'aucune manière à un quelconque trafic d'armes vers l'Angola. L'ancien ministre de l'Intérieur clamera haut et fort son innocence et dira, je cite, « Parmi les valeurs que je sers, il y en a une qui n'y figure pas. L'argent. » Et Charles Pasqua va aller encore plus loin dans ses déclarations. Il expliquera être seulement le bouc émissaire de l'Angola Gate et qu'il n'était pas du tout le seul à être au courant de cette affaire. Selon lui, Dominique de Villepin, Alain Juppé ou encore Édouard Balladur étaient au courant des ventes d'armes en Angola et ne s'y sont absolument pas opposés. Pire, Pasqua accuse également un autre homme d'avoir été au courant des ventes d'armes en Angola, Jacques Chirac. Coup de tonnerre. L'ancien président de la République était-il réellement au courant de l'Angola Gate? Difficile de le savoir, mais ces accusations portées par Charles Pasqua seront défendues par un autre homme, Arkady Guedamac. Celui qui est toujours caché en Israël continue de clamer son innocence et explique que tout ceci est un complot dirigé par Jacques Chirac. En fait, pour Guedamac, Chirac aurait monté ce qu'on appelle un cabinet noir, impliquant entre autres Dominique de Villepin et le juge d'instruction Philippe Courroy. Selon l'homme d'affaires, Jacques Chirac était parfaitement au courant de l'Angola Gate et aurait décidé de faire exploser l'affaire pour mettre hors course son principal rival à la présidentielle de 2002, Charles Pasqua. Ça paraît très gros, non? Oui, mais attendez, parce qu'un événement va venir appuyer cette théorie. Début novembre 2008, en plein procès de l'Angola Gate, un autre scandale éclate, les carnets d'Yves Bertrand. Cet ancien directeur des renseignements généraux, très proche de Jacques Chirac, se retrouve en effet mêlé à un scandale politico-financier titanesque, l'affaire Clearstream. Dans le cadre de cette affaire, une perquisition est menée au domicile d'Yves Bertrand et parmi les pièces saisies, on trouve des carnets de notes. Beaucoup de carnets de notes. Et dans ces carnets, il est écrit toutes sortes de choses. Des noms, des numéros de téléphone, des informations confidentielles. Sauf qu'à un moment, au cours de la lecture des carnets d'Yves Bertrand, un nom va apparaître plusieurs fois. Celui de Philippe Courroy, le juge derrière l'Angola Gate. Beaucoup vont alors se demander pourquoi le nom de ce juge si controversé apparaissait dans les carnets intimes de l'homme le mieux renseigné de France. Est-ce là la preuve que l'Angola Gate est bel et bien une machination? Eh bien pour certains, ça n'en fait aucun doute. Philippe Courroy aurait bel et bien appartenu à un cabinet noir destiné à éliminer les rivaux de Jacques Chirac, notamment Charles Pasqua, mais également Nicolas Sarkozy ou bien Lionel Jospin. L'affaire des carnets d'Yves Bertrand fait tellement de bruit que même Nicolas Sarkozy, alors président, dépose plainte contre l'ancien patron des renseignements généraux, du jamais vu sous la Ve République. Bien entendu, Philippe Courroy se défendra de toutes ces accusations. Il expliquera que même si son nom a été retrouvé dans les carnets, ça veut pas dire qu'il existe une quelconque conspiration. Il va également affirmer que dans tous les cas, le scandale est réel et qu'il n'avait pas pu inventer l'affaire des ventes d'armes en Angola. L'Angola. C'est vrai que cette affaire est tellement complexe qu'on en oublie presque comment tout a commencé. On oublie que derrière ces manigances, ces millions de dollars, ces pots de vin et ces comptes à l'étranger se trouvait un véritable conflit.
qui a tué de véritables personnes. Même si on l'oublie, l'Angola Gate, c'est pas juste des affaires d'État. C'est une histoire de guerre, de souffrance, où les armes sont devenues une monnaie d'échange pour des profits colossaux. Pierre Falcone et Arkady Gaidamak ont amassé des fortunes. José Eduardo dos Santos a consolidé son pouvoir. Et dans l'ombre, des banques, des politiciens et des marchands d'armes se sont enrichis, souvent au prix du sang. Comprenez que l'Angola Gate, c'est pas une exception. Cette affaire, c'est simplement le symbole du sinistre business de la guerre, où les trafiquants d'armes, les politiciens corrompus et les financiers véreux s'enrichissent massivement au prix de la souffrance de populations civiles. C'est pas qu'une simple histoire de vente d'armes, c'est le reflet de la manière dont notre monde fonctionne. Un monde où l'argent, le pouvoir et l'influence priment presque toujours sur la paix et la justice. Je conclurai donc par ces mots de l'écrivain Albert Brie: on trouve toujours de l'argent pour faire la guerre, jamais pour vivre en paix.